des cliniques médicales associées, d'une gestion plus efficace des listes d'attente, et bien sûr, et j'en passe. Ça va mal dans les urgences. De plus en plus de place au privé en santé. Privatisation du système de santé. Une fois de plus, à Québec, le gouvernement Charest a imposé le bâillon. Québec, au jugement Chaouli en Cour suprême qui ouvre la porte à des assurances privées. La commission Castonguay. Le classement des urgences et puis le financement des soins de santé. On n'est pas dans un moment de grand optimisme. On a un système de santé qui s'en va de plus en plus vers moins de santé et plus d'argent. Notre système de santé qu'on a actuellement, c'est un système équitable pour tout le monde. Tout le monde, lorsqu'il est malade, peut se faire soigner au Québec. Si on n'est pas capable, dans nos services publics, dans nos hôpitaux, se brasser le canailler entre nous autres et trouver des solutions, on s'en va direct vers la privatisation. De la santé des Québécois et des Québécoises, c'est ce qu'on a de plus précieux au Québec. La CSN et la FTQ reprennent le combat contre la privatisation du système de santé. Selon les deux représentants syndicaux, de plus en plus de tâches sont confiées au privé et la situation risque de s'empirer si rien n'est fait. On est en train de sortir les médecins du système public pour l'envoyer au privé. Ça veut dire par le fait même qu'on va rallonger les listes d'attente encore. Ça veut dire qu'on va créer encore plus d'insatisfaction. Et vous savez, quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. C'est ce qu'on est en train de faire avec le système public dans la santé au Québec. Les leaders syndicaux s'insurgent sur le fait que les primes d'assurance santé ont augmenté de façon exponentielle depuis les 10 dernières années. Et les gens qui veulent un système de santé privé, pour la plupart, sont des gens qui veulent faire un profit avec le système de santé. Vous savez qu'au Québec, il y a une possibilité de 2 milliards par année de profit si jamais notre système de santé s'est privatisé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se lichent les babines à avoir cette somme d'argent-là qui serait disponible pour eux. Si un jour vous vous ramassez avec un cancer du cerveau, ça va vous coûter 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 $. Dans la salle, qui a 500 000 $ dont il peut se départir rapidement? Malheureusement, c'est ce que je pensais. Pas beaucoup d'entre vous seraient capables de se faire soigner pour des choses graves. C'est la raison pour laquelle les soins de santé sont toujours financés par des assurances. Par contre, on peut décider d'avoir des assurances publiques ou des assurances privées. Presque tous les pays du monde, tous les pays civilisés ont des assurances publiques. La seule exception, ça va être les États-Unis. Je vous dis assurance privée, assurance publique, puis là, on pourrait se dire, est-ce que c'est la même affaire, finalement? On peut privatiser, on va avoir des assurances privées plutôt qu'on des assurances publiques. C'est pas grave. Nos assurances dans le domaine de l'automobile, elles sont privées. Pas grave, pas de stress. En fait, dans le domaine de la santé, oui, il y a un stress parce que c'est deux bébites complètement différentes. Ça n'a rien à voir parce qu'une assurance publique, ça couvre, par définition, tout le monde. Chacun paye par les impôts son assurance santé. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que chacun va payer en fonction de ses moyens. Assurance privée, ça couvre juste les adhérents. Ça estime combien tu vas coûter, puis ça va fixer la prime en conséquence. Vous, monsieur, vous êtes gros, vous êtes vieux, vous êtes diabétique, vous êtes cardiaque. On pense que vous allez coûter 25 000 par année en moyenne. Vos primes mensuelles, ça va être 2 500 $. Le calcul n'est pas compliqué à faire. Vous ne pouvez pas payer 2 500 $ par mois, c'est un problème, surtout pour vous, vous ne serez pas couvert. That's it. Les primes, là, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques, vous allez les payer. Quand vous recevez votre chèque de paye, ce n'est pas le chiffre qui est en haut du chèque qui vous intéresse, c'est le chiffre qui est tout en bas. Celui où on a enlevé les impôts, les assurances, etc. C'est clair qu'advenant qu'au Québec, si on arrive avec un système privé, je n'ai pas besoin de vous dire que les cadres intermédiaires, les hauts cadres et les cadres de première ligne des employeurs vont se faire payer par les employeurs leurs services médicaux. Et ça va avoir un déversement, bien sûr, aux tables de négociation. Nos membres vont exiger la même chose. Pourquoi, par exemple, qu'un technicien d'électricité ne pourrait pas avoir le même système d'assurance santé que le contremaître? Il n'y a aucune raison valable. Et là, ça va augmenter les coûts d'opération du secteur manufacturier. Ça va avoir un déversement épouvantable. Fait qu'on s'embarque dans un cercle vicieux où ça va coûter 2 puis 3 fois plus cher les services de santé au Québec, où on va laisser du monde sur le carreau, puis on n'aura rien réglé. On n'a plus d'argent. Là. Le but, c'est de faire peur. On va convaincre les gens qu'on est rendu très pauvres. Pour faire peur, là, on fait des graphiques qui ressemblent à ça. Ça, c'est des vrais chiffres, je ne les ai pas inventés. C'est nos dépenses de santé au Canada en dollars courants. Ça, vous avez ça depuis 30 ans. À regarder les dépenses. Ça fait peur.
Ça s'en va vers le ciel. On va bientôt toucher les 100 milliards de dollars de dépenses. En fait, on peut prendre les mêmes chiffres puis faire un graphique qui fait pas peur avec. Vous voulez un graphique qui fait pas peur? En bas, le trait rouge là, qui a l'air tout plat, c'est les mêmes dépenses de santé, les mêmes chiffres. Sauf cette fois-ci, sur le graphique, j'ai mis le PIB. Le PIB, là, c'est le produit intérieur brut, c'est la richesse collective qu'on crée au Canada. Ce qu'on voit, c'est qu'à regarder notre richesse collective quand elle augmente, puis nos dépenses de santé, elle augmente un petit peu. Puis pour ça, quand on ne veut pas dire de niaiserie, on fait des graphiques qui ressemblent à ça. C'est les dépenses de santé en pourcentage du PIB. Combien on dépense dans la santé par rapport à l'ensemble de la richesse. Puis ça, vous avez les 20 dernières années pour le Canada puis pour le Québec. Le Québec, on est en rouge. Il y a 20 ans, on dépensait 7,5 % du PIB. Il y a 10 ans, on dépensait 7,5 % du PIB. Puis maintenant, on dépense 7,5 % du PIB. Vous voyez, la croissance est terrifiante. Là, on s'en va droit dans le mur. On n'a plus les moyens. Si on met une couple d'autres pays sur le graphique, on voit qu'on est dans la moyenne des pays. La deuxième réponse niaiseuse, c'est trop vieux. Alors, c'est vrai que la population du Québec vieillit. Est-ce que ça va faire une catastrophe? Non, ça ne va pas faire de catastrophe. C'est assez facile à calculer, savoir qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. On prend le nombre de personnes qu'il y a maintenant pour chaque tranche d'âge, on ajoute 20 ans, puis on regarde combien va en avoir. Quand on fait ce calcul-là, on se rend compte que les dépenses de santé vont augmenter à cause du vieillissement d'à peu près 1 % par an. C'est de l'argent. C'est pas stressant. Puis par ailleurs, il y a plein de pays dans le monde qui sont déjà rendus maintenant là où nous, on va être dans 20 ans. Des pays du nord de l'Europe, Suède, Danemark. Puis ça marche toujours. Ils ont des systèmes de santé très performants, aussi publics ou plus publics que le nôtre. Ce qu'on entend aussi, sinon, c'est « Oui, mais vous comprenez, le privé, ça va être beaucoup moins cher. » Bon, là-dessus, c'est pas très compliqué de savoir combien un pays va dépenser pour la santé. Ce qu'on voit, là, c'est que plus un pays est riche, plus il dépense pour la santé. Puis c'est très linéaire. Tous les pays s'alignent très bien sur une droite. Les pays qui sont en haut de la droite, ça veut dire qu'ils dépensent plus que ce qu'on aurait pu penser pour leur richesse. Ceux qui sont en dessous, ils dépensent moins que ce qu'on aurait pu penser pour leur richesse. Alors, dans les mauvais élèves de la classe, vous allez avoir les États-Unis, qui, eux, dépensent beaucoup plus pour la santé en proportion de leur richesse, puis, oh, surprise, très privé. Un autre mauvais élève, vous avez la Suisse. Ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils ont, puis pourtant, ils ont beaucoup. Mais eux aussi, c'est un des pays qui a le système le plus privé. Le Canada, où il se situe, lui? Droit sur la courbe. En fait, ils dépensent pour la santé ce qu'on pouvait s'attendre. Demain matin, là, on privatiserait l'ensemble des dépenses. Vous pouvez être sûr d'une chose, ça ne coûtera pas une scène de moins. Ça se pourrait que ça coûte plus, mais ça ne coûtera pas une scène de moins. Le privé ne sera jamais moins cher et il n'y a aucun pays dans le monde qui arrive à avoir un système moins cher parce qu'il est privé. Oui, mais le privé est tellement plus efficace. Là-dessus, je vous ai mis les dépenses d'administration. Combien ça nous coûte juste de gestion de la caisse d'assurance. En vert, vous avez ce que ça coûte, la gestion de l'assurance publique. En rouge, ce que ça coûte, la gestion de l'assurance privée. Quand on regarde le Canada, il est dans le milieu. Ce qui est drôle, c'est qu'il faut se rappeler, on a juste 13 % de nos dépenses qui sont de l'assurance privée. Puis, elle nous coûte à gérer plus que ça nous coûte de gérer les 70 % de nos dépenses qui sont publiques. Je me demande où est l'économie. Les caisses d'assurance privée de santé sont très mauvaises en termes de coûts d'administration. Notre système de santé, au niveau du financement, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Il est performant, il est équitable et il est très robuste. Tout le monde est soigné pour pas trop cher et ça marche bien à travers le temps. Quand on rentre dans un hôpital au Québec, on a des soins, c'est merveilleux. Il va y avoir une bavure de temps en temps, là, mais quand on se compare avec ailleurs, très bon système de santé, très bons soins. Mais pour y arriver, c'est un autre paire de manches, par exemple. Mais il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des problèmes au niveau des listes d'attente et c'est prouvé que si on pouvait augmenter le temps dans les salles d'opération, on réglerait ce problème. Là. Si on pouvait opérer, au lieu d'opérer 6 heures par jour, si on était capable au Québec d'opérer 7-8 heures par jour, 9 heures par jour, il n'y aurait plus de liste d'attente. La solution est là dans notre système de santé. Mais ça n'a rien à voir avec notre système d'assurance. Puis c'est pas parce que notre système de dispensation marche tout croche qu'il faudrait qu'on scrape notre système d'assurance. Dans la dispensation, on est déjà très privé. En fait, depuis le départ, notre système de dispensation, c'est un PPP. Chaque médecin, c'est son propre boss. Il travaille comme il veut, combien il veut, quand il veut. Nos hôpitaux, pour beaucoup, sont des OSBL. On a des cliniques privées qui font une grande partie de la dispensation avec de l'argent public.
Soins dentaires, tout privé. Une grande partie de l'hébergement, privé. Beaucoup de soins alternatifs, physiothérapie, ergothérapie, privés. Est-ce que parmi les meilleurs systèmes au monde, il y en a qui sont privés au niveau de la dispensation? Oui, oui. Parmi certains des très bons systèmes, il y en a qui sont privés. Puis parmi des très bons systèmes, il y en a qui sont publics. En fait, pour la dispensation, c'est pas savoir si vous êtes privé ou public qui est important. Il ne faut pas être à but lucratif. Puis le principal groupe qui a envie qu'on privatise, c'est si vous êtes propriétaire d'une compagnie d'assurance. Oh, ça c'est bon. La dépense de santé au Québec, c'est 21 milliards de dollars publics par année. 21 milliards, là, si vous êtes une compagnie d'assurance, vous dites on va faire 10 % de profit sur notre chiffre d'affaires, ça veut dire que chaque année, vous feriez stable puis sans stress un petit 2 milliards de profit. 2 milliards de profit par année, là, c'est assez pour motiver bien du monde. Pensez à des gens qui parlent beaucoup de privatisation. L'Institut économique de Montréal, demandez-vous d'où vient leur argent, regardez un petit peu qui travaille avec eux. La présidence du conseil d'administration de cette affaire-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Desmarais, une madame Desmarais, qui, je ne sais pas si vous connaissez une petite compagnie, une PME qui s'appelle Power Corporation, des gens qui ont aussi un intérêt modeste dans le domaine de l'assurance et qui sont pour la privatisation aux surprises. Ça tombe bien, certaines de ces personnes-là ont aussi quelques journaux, des médias. Enfin, si vous faites des liens, c'est... et à force, ça fait en sorte qu'on a un message public qu'il faut qu'on privatise le système. Ça vient manifester pour appuyer nos confrères et nos consoeurs du milieu de la santé. Je pense que c'est important de démontrer une solidarité. On manifeste pour le réseau public en santé. On veut que nos impôts, on veut que l'argent collectivement serve à des soins collectifs universels gratuits. On ne veut pas se ramasser avec des gens pauvres qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. On n'en veut pas des systèmes qui ne marchent pas ailleurs. Quand ça ne marche pas ailleurs, ça ne marche pas plus au Québec. Tranquillement, on commence par des cliniques privées. Il y a des scans privés, il y a des MRI, mais c'est que les gens pensent à cause que ça va plus vite, qu'au bout de la ligne, ça va être mieux. Ça va être le contraire. On peut regarder à l'hôpital du Sacré-Cœur où il y a la clinique privée Rockland, où on est en train de prendre des chirurgies mineures et on est en train de donner ça au privé. On parle de fermeture d'un CHSLD aussi à Montréal, le CHSLD Vigée, qui va fermer. En parallèle, bizarrement, il y a des ressources intermédiaires qui pondent comme ça, qui naissent un peu partout, qui sont des ressources intermédiaires privées. En tout cas, le lien est relativement facile à faire. Je vais vous dire, on paranoïe pas. À tous les jours, il y a des cas de délinquance qui s'ajoutent. C'est Rockland, c'est Optima, c'est Châteauguay. En fin de semaine, les journaux parlaient du CHUM. C'est la fermeture de l'hôpital Vigée et j'en passe. Il ne s'agit pas de cas isolés. Il s'agit d'une offensive généralisée en vue de privatiser les services publics. Là-dedans, on a du monde de l'industrie pharmaceutique. Là-dedans, on a du monde des assurances privées. Là-dedans, on a du monde des compagnies privées qui font de l'argent en santé. Ça, c'est le loup dans la bergerie. Ça, le petit clic sont en train d'organiser leur affaire. C'est une grosse entreprise, le système de santé. Un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards par année, qui offre des services à toute la population, des services hautement sophistiqués, totalement décentralisés sur toute la province, ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par année. C'est une grosse business. Pour arriver à faire tourner une grosse business comme ça parfaitement, c'est pas facile. Sauf que si on veut qu'elle marche, quand on trouve un problème, on essaie de comprendre pourquoi il y a un problème, quelle est la solution, puis on la met en œuvre. Nous, on ne fait pas exactement ça. Depuis une trentaine d'années, on a fait plusieurs commissions sur la santé. Commission Castonguay, commission Rochon, commission Claire. Ça, c'est juste les commissions principales. Chaque fois, ces commissions-là, on fait, bon, c'est quoi le problème dans le système de santé? Elles ont été assez bonnes pour trouver c'était quoi les problèmes. Après ça, elles ont fait, c'est quoi les solutions qu'on pourrait trouver à ces problèmes-là? Elles ont été assez bonnes pour trouver c'est quoi les solutions. Le bout qu'on rate, généralement, c'est celui d'après. Vous avez le ministre, il reçoit le rapport des commissions, il l'ouvre, puis il fait « Oh, ça va fâcher bien du monde. » Puis à la fin de la fin, on occupe nos gestionnaires pendant des années à gérer des réformes de structure où rien change dans le fonctionnement fondamental des choses. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben oui, on sait ce qu'il faudrait faire. Comment on sait ce qu'il faudrait faire? Ben c'est facile, on n'est pas tout seul sur la planète. Il y a plein de systèmes de santé publique sur la planète. Puis il y en a plein qui marchent très bien. Puis si on s'amusait à essayer de prendre ce qui marche bien dans les différents systèmes, puis regarder comment ça marche bien,
on serait capable d'apprendre, puis on serait capable de faire des progrès. Quand on voit ce qu'on voit dans les journaux, les histoires individuelles qui ne marchent pas bien, les personnes qui souffrent, etc., c'est tout vrai. Puis les solutions, c'est pas comme si on les avait pas. Les solutions, on les a toutes. La question, c'est la question de savoir quand c'est qu'on va enfin se décider à faire quelque chose dans la bonne direction. Arrêter de distribuer de l'argent à droite à gauche à celui qui chiale le plus fort, mais essayer de faire en sorte que quand on dépense l'argent, ça améliore la santé des gens. Et puis là, on est dans les derniers milles. Le processus de privatisation du financement, il s'accélère. On est dans un processus où on a des gouvernements qui de plus en plus ouvertement disent « Bon, c'est pas si grave. On va laisser aller la santé, on va laisser aller le financement, on va privatiser notre système de santé. » Puis en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on a un excellent système de financement puis un système de dispensation un petit peu croche. La privatisation du système de santé, c'est scraper notre système de financement qui fait en sorte que tout le monde a droit à des soins et des soins de qualité. Le déterminant de savoir si on a des bons soins, maintenant, ce serait de réformer la dispensation. Enfin, s'attaquer aux vrais problèmes, ce qu'on ne fait pas depuis le début. Et on n'a plus beaucoup de temps pour le faire. Si on ne le fait pas dans les 2, 3 ou 4 prochaines années, ça sera fini. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Une famille sur 6 n'a pas d'assurance maladie. Une famille sur 6 va faire en sorte que si tu es malade, c'est ton problème. Si tu as l'argent sur ton compte en banque, tu vas te soigner. Si tu ne l'as pas, c'est tant pis pour toi. Un membre retraité qui est venu nous parler, la seule façon pour lui, pour ce couple-là, d'avoir cette opération-là, sans manger les économies de leur vie, puis sans manger la maison qu'ils ont acquis pendant 40 quelques années de mariage, c'était de simuler un divorce. On en est rendu là aux États-Unis. Puis on pense qu'avec un peu de courage politique, on est capable de trouver des solutions. Et le public peut et doit régler ces problèmes d'accessibilité. Des solutions, on en a. On va les porter en votre nom sur toutes les tribunes. Mais on dit qu'il faut avoir le courage de présenter des solutions, puis rapidement, clairement, puis à portée de main. Parce qu'autrement, c'est de la privatisation qui nous attend. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme futur pour notre système de santé? Je pense que la réponse est clairement non. J'invite les plus jeunes, d'ailleurs, à parler à leurs parents, à leurs grands-parents, comment c'était avant qu'on ait un système de santé publique au Québec. Il n'y a pas une famille au Québec qui n'a pas une histoire d'horreur d'un enfant ou d'un membre de la famille qui était malade et ça a créé de l'endettement dans la famille pour des années et des années à venir.